Deuxième vidéo de ce premier cours, donc c'est la partie où on va faire un petit exercice. Donc ce que je vous disais, c'était un exercice. On va essayer de dessiner un petit robot. Alors pour l'instant, on n'a pas de structure de données, on n'a pas d'arbre, on n'a pas de structure récursive de tableau ou autre. On va juste essayer déjà de dessiner ça en appelant les fonctions de draw cylinder qui dessinent un cylindre une après l'autre. Alors c'est aussi le moment d'introduire le code. Donc le code, je l'ai téléchargé. Vous faites un git clone, vous allez dans la branche charanim. Il y a un fichier premake char.bat si vous êtes sous Windows qui va générer les projets. Donc soit un projet code block, soit un projet visuel. Je ne l'ai pas ouvert avant. Je vais l'ouvrir, le projet visuel. Si vous êtes sous Linux, vous lancez premake et c'est pareil, vous pouvez choisir votre environnement de développement. Donc, l'exercice, ce qu'on aimerait, quand on appelle draw cylinder, ça va dessiner un cylindre unitaire. Ça paraît une petite page web, donc voilà le repère du monde. Quand on appelle draw cylinder, ça dessine un cylindre qui va avoir un rayon 1. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, parce que j'ai mis, pardon, on va faire comme ça. Donc là, on a un cylindre. Donc on avait notre repère. On a notre cylindre. Je vais les grouper. Voilà. Donc le code. Alors, ça, on n'en a pas besoin. Donc vous allez dans charanim viewer, qui est l'espèce de viewer principal dans lequel tout se passe. Dedans, vous avez le constructeur, une fonction init qui est appelée à la création de la fenêtre. Dedans, il y a la caméra qui est réglée. Ça crée un cylindre, une sphère, donc un maillage de cylindre, un maillage de sphère. Ça charge un BVH, on en discutera au cours suivant, enfin à la fin de ce cours-là. Il y a cette fonction-là qui sera la première question du TP, mais en attendant, nous, ce qu'on aimerait, c'est faire un petit exercice. Alors ici, on a le corrigé, là, mais on va pas aller regarder le corrigé, on va tout refaire. Donc on ne va pas dessiner le squelette, donc de toute façon, la fonction ne faisait rien pour l'instant. On ne va pas dessiner de sphère non plus. On va faire ça comme ça. Donc là, si je dessine un cylindre, il faut lui passer une matrice en paramètres. La matrice, c'est la matrice qui va transformer le cylindre. Si je lance ce code, ça me dessine un cylindre de rayon 1 et de hauteur 1. Alors 1 c'est petit, il est quelque part ici mon cylindre. Donc ça c'est le début. Nous ce qu'on aimerait c'est dessiner un cylindre ici comme ça, incliné d'un angle A. Alors déjà la première chose qu'on pourrait faire c'est que ici si on regarde mon cylindre j'aimerais qu'il soit allongé suivant l'axe des Y. Alors par exemple on va mettre un cylindre 10, c'est peut-être un peu grand, 10, 110, on va essayer ça. Ça va m'agrandir mon cylindre. Voilà, allez, on va travailler avec un cylindre de cette taille-là. Donc ça c'est le cylindre A, je vais passer en paramètre une matrice. Alors ce qu'on peut faire c'est, regardez, je vais juste faire un copier-coller. On va faire la matrice qui va du cylindre A vers le monde, je vais l'appeler A vers W. Alors le scale en général, voilà. Donc là, si on appelle ça avec l'identité, donc j'ai la matrice qui va de A vers le monde, multipliée par le scale. Donc le scale, ça m'agrandit mon cylindre, je la laisse en général à l'extérieur de la matrice. Et A vers W, c'est la matrice qui va de A vers le monde. Pour l'instant, j'ai mis l'identité, donc si je relance ça, juste pour vérifier que ça compile, il y a toujours mon cylindre. Maintenant, ce cylindre, si j'aimerais, comme dans l'exercice, donc là, ce qu'on a réussi à faire, c'est que finalement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a agrandi ce cylindre-là en 200. Ce que ça a fait ici, si on regarde le petit repère, si on a ici le repère X, le repère Y, en fait, le fait d'avoir multiplié par scale, ça a multiplié cette flèche-là de 10. Donc la matrice qu'on obtient, c'est la matrice de passage qui va du repère du cylindre vers le monde.
Quand maintenant je prends par exemple les coordonnées 1, 1 dans ce repère-là, j'obtiens ici, multiplié par la matrice de passage, ça me donne mes coordonnées qui sont de 1, ici 5. Donc là, dans le code que j'ai mis des chiffres encore même plus grands, j'ai mis 100 et 10, mais pour la figure là. Donc maintenant, ce qu'on aimerait, c'est tourner le monde. Ah oui, là, la rotation, elle est... J'aimerais tourner le monde. Voilà, donc j'aimerais tourner mon cylindre d'un angle A. Tourner mon cylindre d'un angle A, ça veut dire que ici, au lieu de mettre l'identité, je vais appeler rotation, alors autour de l'axe... Qu'est-ce qu'on a sur notre figure? Donc on a x, y comme ça, donc autour de l'axe des z. Rotation autour de z. Cette fonction, elle prend en paramètre un angle. Je ne sais plus si c'est des degrés ou des radians. On va faire l'essai tout de suite. Avec 30 pour 30 degrés. Voilà. Mon cylindre, il est tourné de 30 degrés. Alors voilà, sens trigonométrique. Donc ça tourne vers la gauche. Si vous voulez qu'il tourne comme sur la figure, on va mettre moins 30. Voilà. Donc ça marche pour la première partie. On a ce premier cylindre A qui est dessiné. Maintenant, on aimerait dessiner le cylindre B. Alors, le cylindre B, la difficulté, c'est qu'il est au bout du cylindre A. Donc, on peut copier-coller tout ça pour dessiner le deuxième cylindre. Le scale, non, on va garder. Ici, ce qu'on aimerait, c'est trouver la matrice qui va de B vers le monde. Déjà, ce qu'on aimerait, c'est mettre le cylindre au bout sans rotation. Comme ça. Donc la matrice qui va de B vers le monde, le problème c'est que trouver la matrice qui va de B vers le monde, sur ma figure ici, voilà, mon deuxième cylindre, en fait j'aimerais mettre un deuxième cylindre ici. Ah, problème d'alignement avec les axes, c'est pas grave. J'aimerais mettre un deuxième cylindre ici. On est d'accord que si là je mets juste, donc il faut que je retrouve la matrice qui va de B vers le monde. Si je mets juste ça, mon cylindre il sera pas au bout. Il sera comme ça. Le deuxième cylindre que je viens de dessiner, c'est celui-ci. Donc là, ce qui va être plus facile, c'est de calculer la matrice qui va de B vers A. Si je mets ça comme ça, et que ici je dis que la matrice qui va de B vers le monde, c'est la matrice qui va de B vers A, et puis alors comme je vous rappelle qu'on multiplie à gauche, ici c'est la matrice qui va de A vers le monde. Donc dans ce sens-là, ici, on va de B vers A, puis de A vers le monde, donc on se retrouve à la matrice qui va de B vers le monde. Donc si je dessine ce truc-là, j'obtiens mes deux cylindres l'un sur l'autre. Parce que le truc qu'il faut que je fasse, c'est qu'il faut que je prenne le petit repère ici et que j'aille le déplacer jusque là-haut. Donc la matrice qui va de B vers A, une matrice qui va, alors dans Gkit ça s'appelle translation, qui prend en paramètre trois éléments. C'est là où vous obtenez un truc qui est un petit peu subtil, c'est que comme cette matrice va être multipliée par la matrice qui va de A vers le monde, on n'a pas besoin de prendre en compte la rotation. Ici, la translation qu'on va faire, c'est on n'avance rien. Je me refais ici. Quand on est ici et qu'on veut se retrouver là, et que notre monde a déjà été tourné, car c'est les deux flèches qui sont là, on n'a pas besoin d'avancer suivant l'axe des X, donc je mets 0. On a besoin d'avancer tout ça suivant l'axe des Y. Alors, comme le scale est séparé, l'axe des Y, on avait dit qu'ici notre cylindre faisait 100. Donc là, on doit mettre 100. Et puis on n'avance pas non plus suivant l'axe des Z. Donc là, si maintenant je lance ce code-là, on a bien les deux cylindres bout à bout. Alors ce que je voulais vous faire sentir, c'est que ici, voilà, quand on calcule, en gros, on travaille en local, on dit voilà, mon cylindre B, je veux le mettre à telle position. Et si maintenant mon cylindre B, je veux le faire tourner pour avoir un deuxième angle B là, et que je veux être capable de travailler sur l'angle B et ne
peux pas m'occuper de l'angle A. Et ben, il va falloir que je rajoute une rotation sur cet élément-là. Donc la rotation sur cet élément-là. Ah pardon, vous voyez le corrigé, du coup, la rotation, c'est toujours une rotation selon l'axe des Z. Donc en gros, globalement, ici, on commence par faire la translation qui, elle, va prendre notre paire ici et qui va venir le déplacer là. Et puis ensuite, en gros, exactement comme je l'ai fait à la main. À la main, mon cylindre était comme ça quand j'ai fait un copier-coller. Le premier truc que j'ai fait, c'est que j'ai fait la translation pour venir le placer là. Et le deuxième truc que je fais, c'est que je fais la rotation. Sauf que là, bon, dans ce logiciel de dessin, la rotation se fait autour du centre du rectangle, alors que moi, à cause du translation, la rotation va se faire autour du repère de l'origine du monde. Donc là, je rajoute une rotation autour de Z. J'ai fait moins 30, je vais faire moins 15. Allez, peu importe l'angle qu'on va mettre. Voilà, donc là j'ai bien fait tourner le début de mon robot. Une fois qu'on a compris ce principe-là, on peut très facilement faire une pince. Alors dans ma figure, il y a la pince C qui est la pince du bas, la pince D qui est la pince du haut. Donc il faut qu'on calcule une nouvelle matrice qui va de C vers B. Et ici, on va calculer la matrice qui va de C vers le monde, la matrice qui va de C vers le monde. Alors je pourrais ici continuer d'empiler les matrices. La matrice qui va de C vers le monde, la matrice qui va de C vers B, puis ensuite de B vers A et de A vers le monde. Mais là, je peux aussi raccourcir mon calcul en réutilisant ici la matrice qui va de B vers le monde. Mon cylindre, il avait la même taille, donc je refais une translation de 100. On peut changer juste un tout petit peu l'ouverture de la pince. Ah oui, par contre, je vais déclarer un deuxième scale parce que mes pinces sont plus petites. Donc ma pince, on va lui garder un rayon de 5, une longueur de 20 et un rayon de 5. On va juste voir ce que ça donne. Je pense que ah oui, je peux pas définir deux fois le scale, donc ça c'est le scale de la pince. On va mettre scale P, c'est scale P, et ici j'avais oublié de mettre que c'est la matrice qui va de C vers le monde. Donc là j'ai bien la pince, bon, pas très grande, mais allez, ça va très bien aller pour cet exo. Allez. On allonge un tout petit peu, on a compris le principe, on fait un copier-coller de cet élément-là, et là, donc là, c'est dans notre arbre, quand on aura notre structure de données, ici, c'est l'endroit où on aura un nœud, et on va se séparer en deux fils. Donc deux fils ici, c'est la pince D qui va vers B, on a la même translation que tout à l'heure, et ici, on va faire une rotation de 20 degrés, la matrice qui va de D vers le monde, c'est la matrice qui va de D vers B, puis de B vers le monde. Voilà. Donc là, j'ai bien mes deux pinces. J'ai mon objet fixe. Si maintenant je veux une configuration différente, il faut que je change la rotation ici, ici et ici. Alors allons-y, après tout, c'est un cours d'animation, donc on va faire en sorte que ça bouge. Donc je vais appeler l'angle A, l'angle B, l'angle C, l'angle D. Donc je vais avoir l'angle A, l'angle B, l'angle C, l'angle D. Je vais le faire comme ça. A égale, qu'est-ce qu'on avait mis? Moins 30. B égale moins 15. Alors C et D, on peut mettre les mêmes valeurs. Qu'est-ce qu'on avait mis? On avait mis moins 20. Les mêmes valeurs au signe près, moins 20 et plus 20. Donc là j'ai l'angle A. Là j'ai l'angle B. Non, des bêtises. Ici l'angle A. L'angle B. L'angle C. Et l'angle D. On va avoir le même affichage que tout à l'heure. Alors ça bouge toujours pas.
Maintenant, pour que ce truc-là bouge, il faudrait que je calcule des nouvelles valeurs ici pour A et pour B. Alors imaginez que maintenant quelqu'un ait rentré des valeurs dans un tableau. On commence par 0 degré, puis moins 10, puis moins 20, puis moins 30. Ça, c'est des valeurs qu'on voudrait pour l'angle A. On va faire la même chose pour l'angle B, C et D. On peut laisser tout le temps les mêmes chiffres. C'est pas forcément les chiffres qui sont importants. Donc là maintenant, ce qu'on voudrait ici, c'est réutiliser les cases du tableau. Alors, globalement, ce qu'on pourrait avoir, c'est une variable qui récupère le temps quelque part. Elle existe dans gkit. Nous, on va faire un truc encore un peu plus moche que ça. On va faire comme ça. On va avoir une variable temps qui vaut 0. 1, 2, combien j'ai mis de valeurs? J'ai mis 4 valeurs. Donc si t égale 4, on fait repasser t à 0. Sinon, on fait t++. Et là, je vais appeler t. B crochet t. C crochet t. Et d crochet t. Donc là, ce que fait ce code-là, alors il déclare une variable statique, c'est un peu comme une variable globale, c'est une variable qui existe, c'est pas une variable locale qui est créée à chaque fois qu'on passe dans la fonction, c'est une variable qui est globale, mais qui n'est visible que dans cette fonction-là. Je l'initialise à 0, je l'incrémente à 1 à chaque fois que je vais repasser dans cette fonction, donc comme mon application passe sa vie à effacer l'écran, à repasser dans cette fonction pour redessiner, ça va augmenter t à chaque fois. Quand t arrive au maximum, c'est-à-dire à 4, je repasse à 0 pour avoir une animation cyclique. Et là, je récupère l'angle AT, BT, CT. Si je lance ce truc-là, on espère que ça bouge. Bon, voilà, alors ça bouge un peu vite. Tiens, il y a un truc bizarre avec... oui, c'est pas si t égale 4, c'est si t égale 3. Je suis allé une case trop loin dans mon tableau et j'ai débordé. Et c'est pour ça que le dernier affichage n'allait pas. Ah oui, alors j'ai un autre problème, c'est que ici, normalement, la pince, si on veut la voir, il faut qu'elle ait un angle différent de... Voilà. Donc j'ai la pince qui est fermée, j'ai le bras qui petit à petit descend, et puis qui s'ouvre. Alors, ça va un petit peu vite, mais voilà, moins 40. Les chiffres ne sont pas les plus illustratifs, mais... J'en rajoute un de plus. Voilà. Alors mon animation, il faudrait aussi qu'elle soit cyclique, ça veut dire quand j'arrive à la dernière case, il faudrait que je revienne en arrière. Bon, ça c'est faisable. Globalement, c'est dans mon tableau de valeurs que je vais régler mon animation. Et j'ai bien quelque chose qui bouge. Un peu vite là, parce que l'histoire du statique, c'est pas ce qu'il y a de plus joli, mais j'obtiens bien une première animation. Tout ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai rangé les valeurs d'angle dans un tableau. J'ai 3 tableaux, une pour chacune des configurations de mon squelette. Mon squelette ici, il a un angle A, un angle B, un angle C, un angle D. J'ai rangé ça dans un tableau, puis je bascule sur mon tableau. Ce qu'il faudrait aussi que je fasse probablement, c'est que si j'étais capable de récupérer le temps qui s'est écoulé, alors le temps qui s'est écoulé, vous le récupérez dans gkit, il y a une fonction quelque part pour récupérer le temps. Il faudrait aussi interpoler, c'est-à-dire que quand je suis au temps 0, je récupère la case 0 du tableau, quand il s'est passé une seconde, je récupère la case 1 du tableau, et entre les deux, je fais une interpolation linéaire entre les deux. Donc là, je fais une interpolation en fonction du temps entre les deux valeurs. Mais on a déjà le début, ça nous permet de comprendre le principe de comment marche un squelette, et puis de comprendre le principe aussi qu'il faut empiler les matrices, là. Ce que j'appelle empiler, c'est les multiplier, les matrices de passage les unes avec les autres. Alors moi j'utilise souvent cette notation qui est B vers A, et puis comme je vous rappelle qu'on multiplie de la droite vers la gauche, ça fait B vers A multiplié par A vers W, donc ici j'obtiens la matrice qui va de B vers le monde.
Ça, c'est la matrice de passage qui fait que si j'ai les coordonnées d'un point dans le repère local, je recalcule les coordonnées de ce point-là dans le repère du monde, et c'est ces matrices-là que je vais filer au moteur de rendu, parce que c'est elles qui vont être utilisées pour dessiner un cylindre. Donc là, à la place de dessiner un cylindre, ou en plus de dessiner un cylindre, je pourrais dessiner aussi une sphère, ce que j'avais prévu ici. On peut dessiner une sphère, par exemple, au bout, si on veut dessiner des jointures sur chacune des articulations. Oui, il faudrait prévoir un scale. Il faudrait prévoir un scale pour les sphères. Le scale pour les sphères, je ne sais pas, une sphère de taille 5, 5, 5. Mettons 6, 6, 6 pour que ce soit un tout petit peu plus grand que le cylindre. Voilà, donc si je rajoute ça, ah ouais, alors ça bouge. Ma sphère, je ne sais pas où est-ce qu'elle est. Elle a dû apparaître normalement. Peut-être que c'était un peu petit. Attendez, on va arrêter l'animation. Donc la sphère, on la voit pas. Enfin, si on la voit, mais elle est ici la sphère. Donc ça a créé une sphère au niveau de la jointure. Bien, pour y voir quelque chose, on va se mettre dans la position 3. Voilà, donc ça a bien créé une sphère ici au niveau de la jointure, à cet endroit-là. Donc alors, le scale de la sphère, on va le mettre au début pour le garder pour tout le monde. Non, il y a le dessin de la sphère, de D. Ici, si je dessine une sphère à la base de C, ce sera la même que la sphère qui sera dessinée à la base de A. On va la mettre quand même. Donc ici, on dessine une sphère en C. Ici, on dessine une sphère en B. Oui, alors ma sphère, on va la faire quand même un peu plus grosse. Et on va dessiner une sphère en A. Ça rajoute des jointures. Voilà, donc on a une sphère ici, une sphère là, une sphère là. Et ça, c'est une manière d'afficher notre squelette. Et puis aussi, c'est une manière de savoir où est le repère du monde. Alors, ce que vous pouvez faire aussi avec Gkit, qui est très pratique pour le debug, puisqu'on en est là, vous pouvez dessiner des axes en appelant la fonction drawAxe. Vous lui passez un transform ici. C'est pareil, on va passer un scale. Ça vous permet de débugger quand vous ne savez pas trop où en sont vos repères. Vous appelez cette fonction-là. Alors attendez, parce qu'il va falloir que nos axes ils soient quand même encore même plus grands que ça. Donc ici, on va mettre 15. Ça, c'est le scale des axes. On va mettre scale des axes ici, scale des axes là. Ça vous permet, quand vous êtes complètement perdu, qui vous affiche. Donc je vais virer l'axe principal, on va passer à mode fil de fer. Mais donc là, on le voit à l'intérieur de la sphère. On a les trois petits axes qui sont dessinés. Ici avec le vert, le bleu et le rouge. Donc ça nous permet de savoir, en fait, à chaque fois que vous avez besoin de savoir autour de quel axe vous avez besoin de tourner ou comment est votre repère, vous affichez un petit axe et ça vous permet de débugger très facilement vos éléments. Alors ici, il faudrait presque même mettre 15. On devrait même encore l'agrandir. Voilà, puis c'est pareil, si vous voulez afficher l'axe ici au bout pour savoir la différence entre la matrice C et la matrice D. Vous allez afficher les deux axes, parce que les deux sphères étaient exactement au même endroit, donc on peut croire que les deux repères sont superposés, mais c'est pas vrai. Ici, là, si on regarde les deux repères que vous avez là, vous avez ici le repère C qui est comme ça, et vous avez le repère D qui est comme ça. Vous avez vraiment les deux axes qui sont inclinés les uns avec les autres. Donc voilà pour l'exercice.
Ça, c'est un bon exercice d'introduction. Alors, quelque part, vous avez le corrigé ici, vous avez le corrigé aussi dans le code. Alors, peut-être pas avec les scales, mais vous avez le corrigé juste en dessous dans le code. Et on va pouvoir enchaîner avec la suite. Alors, la suite, c'est maintenant, au lieu d'avoir du code où on range toutes ces valeurs-là dans un tableau, on va plutôt avoir rangé ça dans un BVH.